Alors pour les TMC, les agences de voyage d'affaires, cette pandémie du Covid-19 sonne comme un brutal rappel à l'ordre. S'il est performant en période de croissance, leur modèle économique fondé sur le paiement à la transaction ne tient plus debout quand il n'y a plus de transactions. Évidemment, c'est logique. Non seulement les recettes ont disparu, mais elles ont continué, ces TMC, à travailler, notamment lors du premier confinement, pour rapatrier leurs clients, pour partir à la chasse au remboursement de billets d'avion, travail pour lequel elles n'étaient pas ou peu rémunérées. Et les prévisions d'activité sur 2021 n'augurent évidemment rien de bon sur les pertes des recettes à venir des TMC. Fragilisées par la pandémie, à l'instar des compagnies aériennes et des hôteliers, contraintes de se redimensionner avec des suppressions d'emplois à la clé, les TMC font face, en plus, à une crise de modèle. Mais derrière cette crise de modèle, il y a d'autres lignes de force qui existaient avant la pandémie et qui interrogent très clairement sur le rôle à venir des TMC, sur la place de la technologie et au final sur le mode de rémunération. Tels sont les sujets que l'on va aborder avec nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Yorick Charveria, directeur commercial d'Amex GBT. Bonjour Yorick. Bonjour François-Xavier. À ma gauche, Arnaud Fontani. Bonjour Arnaud, vous êtes le directeur général du groupe Marieton. Marieton précise que c'est Havas Voyage, que c'est d'autres réseaux. Ailleurs Business aussi également. Voilà, Ailleurs Business, que vous avez pris une participation aussi chez Bleu et que maintenant Bleu s'appelle Bleu Business depuis quelques jours. Voilà, donc vous avez évidemment une expertise sur le marché des PME notamment et on vous interrogera sur ce sujet en particulier. À ma droite, Brice Suette, on est ravi de l'accueillir, cofondateur de l'agence Ocarito, qui se définit d'ailleurs comme une plateforme 100% digitale, avant de se définir comme une TMC. C'est certainement pas un hasard et on y reviendra d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on observe ce que vous faites, on peut dire que vous êtes un peu les équivalents français des travel perks et autres travel banks qui sont en train d'arriver sur les marchés. À ma gauche également, Laurent Larocca. Bonjour Laurent. Bonjour François-Xavier. Vous êtes le cofondateur de The Trip. The Trip, qui était au départ une application sur les transports décarbonés et qui est devenue petit à petit en fait un SBT. Et certains de vos défenseurs disent que vous êtes le SBT de l'avenir. On va voir si c'est vrai. On va voir en quoi d'ailleurs. En tout cas, vous vous êtes fait les dents chez Véron, Véron Voyage, une agence du réseau Selectour. Et vous venez de passer une étape importante de votre développement puisque vous allez équiper maintenant Bleu Business, on en parlait, une autre agence du réseau Selectour entrée depuis peu donc dans la galaxie Marieton. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout de suite vous proposer notre sondage. Au début de chaque table ronde, nous allons vous proposer une question et vous allez pouvoir y répondre tout de suite. Je vous préviens, vous avez 45 secondes pour y répondre, donc le délai est assez court, mais vous allez voir quand la question va s'afficher, les instructions seront très claires, vous aurez juste à appuyer. C'est pas très compliqué, pas très difficile, et au cours de la table ronde, on donnera évidemment le résultat du sondage. Alors, la question que l'on a choisi de vous poser pour cette table ronde, elle est toute simple. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un nouveau système de rémunération des TMC par les entreprises? Voilà. Oui, non, ne sais pas. 3 possibilités, c'est très simple, à vous de répondre. Vous avez 45 secondes et on donnera les résultats un peu plus tard dans cette émission. Alors, Brice Suette, on va commencer avec vous. Je le dis tout de suite, on n'est pas là pour faire la promotion de ces boîtes, on est là vraiment pour expliquer, pour être pédagogue surtout. C'est important de faire comprendre à nos internautes les différences qui peuvent exister entre les uns et les autres. Ocarito fait partie, je le disais, de ces agences un peu d'un nouveau genre qui arrivent sur le marché. Quelle est votre vision du rôle d'une agence de voyage et en quoi cette vision est-elle différente finalement de celle d'une agence plus traditionnelle ? Alors nous, on a l'intime conviction que l'agence de voyage doit s'effacer derrière l'outil et qu'en fait, on doit mettre à disposition de nos voyageurs tout un ensemble d'outils qui va leur permettre d'avoir une autonomie complète sur leur réservation, sur leur modification et toute la gestion post-réservation, mais aussi sur la gestion de leur politique de voyage, etc. Donc en fait, on pense l'agence de voyage comme on pense que l'agence de voyage doit intervenir que dans des situations d'urgence, dans des situations où elle a une vraie valeur ajoutée à apporter, qui peut être, comme on l'a vu récemment, des rapatriements en temps de pandémie, mais ça peut être des intempéries, des grèves, etc.
Alors, vous n'êtes pas très tendre avec vos concurrents. Vous arrivez sur ce marché et vous dites, nous c'est simple, on arrive sur ce marché parce que on pense que les PME utiliser les bookings, etc., c'est pas simple évidemment pour elles parce qu'il faut intégrer des politiques voyage, etc. Toutes les données du voyage d'affaires. Et puis vous dites, les agences de proximité, la techno, ça n'est pas leur ADN. Donc vous n'êtes pas très tendre non plus avec vos concurrents. Je respecte tout à fait le travail que font nos concurrents. Tout ce qu'on a vu, nous, quand on est arrivé sur le marché, c'était un vrai appétit par toute une génération de voyages d'affaires et par un certain nombre d'entreprises, que ce soit des PME ou des startups, pour un outil digital qui leur permette de réserver l'ensemble de leurs voyages d'affaires. Ils voulaient plus faire leur réservation au téléphone ou par email, et ils voulaient plus utiliser des sites B2C, donc des OTA, qui leur apportaient pas le niveau de service qui était nécessaire à la gestion de leurs déplacements. Alors vous dites, l'agent de voyage doit s'effacer derrière l'écran, il doit intervenir lors de périodes exceptionnelles. On a vu quand même que dans cette crise, l'agence de voyage, elle est on ne peut plus utile. Et heureusement que dans les agences de voyage, il y avait des salariés qui étaient là pour répondre au téléphone, pour aider les clients. Alors, j'ai envie de vous dire, au Carito, d'accord, c'est un outil, c'est de la techno, mais est-ce que derrière, vous avez des équipes qui sont capables de répondre et d'accompagner les voyageurs ? Oui, tout à fait. On a des équipes qui accompagnent les voyageurs, qui sont là pour répondre à leurs questions. Et quand je parle de la plateforme qui doit s'effacer, je prends notamment l'exemple de la crise sanitaire, où en 3 semaines, lors du premier confinement, on a sorti un indice Covid sur les compagnies aériennes pour donner de l'information aux voyageurs. On a sorti un outil pour gérer tous les vouchers qui étaient très nombreux de la part des compagnies aériennes. Et donc, quand je parle du rôle de techno, c'est qu'il faut apporter ces outils-là aux voyageurs pour éviter qu'ils aient à passer via un agent pour avoir ces informations-là ou gérer ces cas-là. Laurent Larroca, on voit bien qu'on est à un tournant, certainement, de l'histoire des agences de voyage et que le Covid va certainement et brutalement accélérer en tout cas les choses avec l'émergence de ces nouvelles agences comme Ocarito en France, TravelPerk en Espagne, mais qui arrivent en France. On les voit apparaître sur des appels d'offres en ce moment, donc ils sont là. Ou à un degré moindre peut-être TripActions, mais qui est aussi sur le point d'arriver sur le marché français. Cela dit quoi de l'évolution du rôle des agences de voyage ? Alors les agences de voyage, effectivement, savent très bien faire le service aux entreprises. Elles ont une grande expertise de ce métier-là. Il faut leur reconnaître. Ça fait des dizaines d'années qu'elles servent leurs clients professionnels et elles le font, je dirais, avec beaucoup d'expertise qui leur est reconnue. Mais il y a un enjeu, effectivement, pour résister contre TripActions, pour résister contre TravelPerk, c'est de se moderniser. Et effectivement, il faut donner des moyens technologiques au TMC pour qu'elles puissent mieux servir leurs clients. Alors peut-être pas s'effacer derrière une plateforme technique, mais en tout cas travailler avec des outils digitaux de concert pour apporter le meilleur service possible. Nous, on est persuadés que le digital doit être au service de l'humain et que le rôle de l'agence de voyage et de l'agent de voyage, c'est de travailler de concert avec ces outils digitaux au profit du client final. Yorick Charvaria, il y avait un observateur américain du voyage d'affaires qui écrivait récemment: oui, alors aujourd'hui, beaucoup de TMC veulent changer de modèle économique parce qu'il n'y a pas ou peu de réservations, mais il disait que c'est une mauvaise raison en fait. J'aurais préféré, disait-il, qu'elle le fasse avant pour une bonne raison, à savoir, évidemment, comment puis-je m'occuper du voyageur de la bonne manière. En clair, pour cet observateur, c'est la proposition de valeur qui doit déterminer le modèle économique et non pas le contraire. On a l'impression, là, aujourd'hui, que vous avez été sous le coup de la pression, évidemment, de la Covid, et que, est-ce que vous ne mettez pas un peu la charrue avant les bœufs en essayant de changer de modèle économique, mais sans vous interroger sur la proposition de valeur ? Alors, on reparlera, je pense, du modèle économique un peu plus tard, mais ma conviction profonde, c'est que on est dans un marché qui a, malgré pas mal de petits soubresauts, a très peu évolué depuis beaucoup de temps. Et là, on a eu une espèce de Big Bang, là, pour reprendre le thème de la journée, avec la Covid, ce qui nous a tous forcés à se réinventer. Et pour répondre à la question du rôle de la TMC, pour moi, c'est une occasion, j'ai envie de dire, un peu en or pour se réinventer, pour redéfinir ce rôle. Pour moi, il y en a 3 très importants. Le premier, et je dis ça peut-être parce qu'on a encore beaucoup de collaborateurs chez nous, mais c'est d'assurer la continuité de service. C'est très important.
vous l'avez dit, François-Xavier, on a tous été mis un peu à rude épreuve en mars, avril, mai dernier. On a eu beaucoup de demandes et il faut, je pense, veiller à toujours avoir quelqu'un présent au bout du fil ou au bout du chat, pour répondre aux questions des voyageurs. C'est très important. Notre deuxième objectif, c'est bien entendu que tout le monde reparte en voyage. Pour arriver à ça, il faut rétablir la confiance des voyageurs. Il faut donner le plus d'informations possible. Il y a beaucoup de façons de le faire, soit avec de la techno, soit en ayant justement toujours quelqu'un au bout du fil pour vous répondre et vous apporter des informations et pour rassurer le voyageur. Et le dernier rôle, pour moi, il est fondamental, c'est d'accompagner la disruption de ce marché. Et justement, pas de rester campé un peu sur notre vieille façon de faire, mais surtout de se dire, voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle demande qui est en train d'éclore. Il faut l'accompagner. Il faut pas rester sourd aux besoins des voyageurs, aux besoins des travel managers et des acheteurs. Il faut justement, encore une fois, accompagner. Et ça, c'est un rôle pour moi fondamental de la TMC. Donc oui, il faut qu'on avance un peu là-dessus. Arnaud Fontagny, vous êtes au travers d'Havas Voyage, mais pas seulement, je le disais, très présent sur le marché des PME. Or, ces gens-là, les Ocarito, les Travelperk, à un degré moindre, je le disais, des TripActions, viennent très clairement chasser sur vos terres. Brice Souhaite le disait, son objectif, c'est les PME. Donc, ils viennent chasser sur vos terres. N'y a-t-il pas urgence, là, en voyant ces gens arriver, à faire évoluer votre rôle ? Alors, notre rôle, en fait, il a déjà évolué. On n'a pas attendu la crise pour le faire évoluer, et notamment l'arrivée de la technologie. Faut savoir que nous, sur le marché des PME, déjà, c'est un marché où 85% des entreprises ne sont pas intermédiaires. Pourquoi elles ne sont pas intermédiaires ? Parce qu'elles ont des usages qui sont plutôt B2C. Elles ont l'habitude d'aller réserver leur billet d'avion directement sur le site de la compagnie d'Air France, par exemple, d'aller sur Booking.com pour l'hôtel. Donc, et c'est vrai que pendant des années, la technologie apportée par les agences ne répondait pas forcément à leurs besoins. C'était trop compliqué par rapport aux usages qu'ils en avaient. Et le deuxième problème, c'est que souvent, ils trouvaient des prix où ils avaient l'impression qu'ils avaient des prix qui étaient moins chers en allant en direct plutôt que passer par l'agence. Donc il y a eu tout un travail de fond qui a été fait chez nous depuis quelques années, mais ça c'est déjà derrière nous. Et on s'est déjà adapté, on a déjà apporté une technologie innovante qui leur permet de retrouver des usages B2C tout en leur garantissant l'intégralité du contenu, parce que qu'est-ce qu'ils veulent le voyageur et le client, lui il veut avoir la garantie d'avoir l'intégralité du contenu à disposition, soit dans son outil, soit en appelant l'agence, en cas de pépin, en cas de conseil. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs. Et il y avait cette croyance qu'en allant directement sur Internet, il allait trouver ça. Et en fait, nous, on fait le constat inverse, c'est qu'on a gagné énormément de comptes ces dernières années, parce qu'on a su démontrer que, on avait la technologie qui s'améliorait et qui était plus proche de leurs usages au quotidien, qui était simple, et que deux, on leur offrait une garantie en termes de contenu, en termes de qualité, de prix, et surtout un support, une assistance, du conseil, toute l'arrière-boutique, qui est quand même très importante, la simplification au niveau de la facturation, tout l'administratif. Donc il y a la possibilité pour eux de faire des économies. On a plein de clients qui pensaient avec leur petit volume, ils étaient incapables d'aller négocier auprès de la SNCF pour avoir des économies. Nous, on le fait pour eux, et on leur apporte en plus des économies. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qui a été mené depuis quelques années, et en fait, là, maintenant... sincèrement, je pense qu'on est armé face à ça. Après, il y a effectivement la crise qui a un peu bouleversé les rôles. Et ces gens ne vous font pas peur, les Travelperk et compagnie ? Si, on les respecte également. Enfin, c'est chacun son modèle. Je pense qu'il y a un marché, comme je disais, il y a 85% des entreprises qui ont des intermédiaires. Donc sur ce marché-là, il y a encore, il y a de la place. Exactement. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Après, un client réagit différemment d'un autre. Ils n'ont pas forcément les mêmes visions, les mêmes stratégies, les mêmes politiques. Donc pour moi aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Il faut vraiment pas opposer.
Brice Souhaite, on va parler justement un peu de techno, parce que autour de la table, tout le monde nous dit en clair, j'ai la bonne techno, tout va bien. Mais moi, j'aimerais avoir votre vision de la place de la techno dans une agence de voyage et en quoi elle se différencie justement de la techno d'une agence traditionnelle. La techno d'Ocarito, d'un type d'agence comme Ocarito, en quoi c'est différent de la techno d'Avas ou d'Amex ? Alors je pense premièrement, ce qui est très important, c'est d'être propriétaire de la techno. Et les agences qui ne le sont pas auront beaucoup de problèmes là-dessus. Pour vous donner un exemple simple, c'est que nos développeurs, eux, font du support et donc du coup voient en direct les retours des clients. Ils sont capables de faire bouger le produit dans la direction que les clients le veulent. Ça, c'est le premier point. Hein. Ça, c'est important, se dire qu'on est propriétaire de la techno, qu'on a les développeurs chez nous qui peuvent intervenir en temps réel sur cette techno. Qui sont preneurs de feedback et donc du coup qui peuvent faire améliorer le produit plus rapidement. Et le deuxième point, nous, on pense que la techno, c'est central pour deux choses. Pour l'expérience utilisateur, qui va permettre enfin de réconcilier le voyageur avec ses dirigeants, donc de permettre de ne pas avoir de leakage, donc de voyageurs qui vont sortir des process et donc du coup d'avoir des dirigeants qui sont contents parce qu'ils ont la visibilité totale sur leurs dépenses. Et que la techno va aussi permettre une automatisation dans un certain nombre de choses qui va permettre du coup de faire baisser les coûts pour les entreprises, donc les coûts d'agence, etc. Donc vous êtes en train de nous dire implicitement que la techno en général, en effet, elle n'est pas très ergonomique aujourd'hui et qu'il faut être justement très proche de ces nouveaux voyageurs, de cette nouvelle génération qui cherche à avoir des outils proches de ceux du B2C. Exactement, il faut s'inspirer de ce qui a été fait sur le B2C où des outils comme Booking, Expedia, ils sont très performants et tout le monde sait les utiliser. Ma grand-mère sait utiliser Booking très facilement. Il faut que les outils des voyages d'affaires ressemblent à cela et que ça soit simple pour n'importe qui de se connecter et de faire sa réservation en 5 minutes sans avoir besoin d'explications d'un travel manager qui a paramétré l'outil. Laurent Larroca, je le disais, certains disent que vous êtes sans doute, que vous aurez en tout cas un rôle à jouer dans les SBT du futur. C'est quoi aujourd'hui un SBT en phase avec les besoins des entreprises ? Qu'est-ce qui vous différencie des SBT historiques ? Alors tout d'abord, ça va être compliqué que chaque TMC possède sa propre technologie. Je crois qu'une TMC, c'est une entreprise de service tout d'abord, qui a une grosse expertise, comme je le disais tout à l'heure, sur la connaissance du voyage, des différents opérateurs. Et vu le nombre d'acteurs sur le marché, ça va être un petit peu compliqué. Donc si elle veut effectivement se doter d'un outil sans forcément le développer soi-même, on va leur proposer quelque chose chez The Trip, un SBT qui va être facile. Je pense que la facilité, et là je rejoins effectivement Brice, il faut que ça soit aussi facile que pour réserver ses vacances. Les technologies que nous avons en face de nous sont pour moi des technologies qui sont aujourd'hui trop datées, qui ont malheureusement assez mal vieilli, en accumulant ce qu'on appelle une dette technique. Les langages informatiques sur lesquels on travaille vont très vite. On en est déjà, nous, à notre 4e remodélisation de notre algorithme, alors que ça fait que 5 ans qu'on existe. Donc vous imaginez le rythme technologique d'innovation qu'on est obligé d'avoir. Facile. Le choix très large, et là je rejoins aussi ce qui a été dit auparavant, il faut avoir tous les contenus dans une seule et même plateforme. Un one-stop shopping pour éviter le leakage qu'on évoquait tout à l'heure, au bon prix. Là, il y a des enjeux phénoménaux sur l'avion et grâce au NDC, on va pouvoir peut-être avoir ce prix qui ne peut ne plus être challengé par l'utilisateur final qui a l'impression d'aller sur eDreams, c'est d'avoir des meilleurs prix que sur une plateforme professionnelle. Et après, la fiabilité. Et là, la fiabilité, un outil qui bug sans arrêt, effectivement, c'est très énervant pour l'utilisateur. Et là, il faut quand même lui proposer un outil qui soit très fiable. Et effectivement, une entreprise technologique comme la nôtre, qui se focalise uniquement sur le digital et pas sur, je dirais, le métier de l'agence, on va arriver à fournir des fiabilités qui soient très élevées. Après, en différenciateur, je dirais, il y a l'éco-responsabilité. Les entreprises aujourd'hui, dans le monde d'après, ne veulent plus faire comme avant. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire dans le nouveau monde avec des vieux outils. Il faut utiliser maintenant des nouveaux outils. Donc l'éco-responsabilité, c'est un item très important, c'est notre ADN, et on va proposer à chaque voyage de pouvoir réaliser des économies de CO2 très concrètes
c'est bien de compenser, mais il faut d'abord réduire. Et là, l'idée, c'est au lieu d'interdire l'avion, c'est de pouvoir systématiquement le benchmarker avec du train. On va proposer aussi de la sécurité. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a du risque dans ce nouveau monde. Il faut savoir est-ce qu'on peut voyager ou pas. Donc, on peut informer. Le digital sert à informer, mais l'agent de voyage sert à rassurer. Et c'est là son rôle complémentaire. Nous, on va donner les formalités entrée-sortie de séjour sur les différents pays, origine et destination. Mais après, effectivement, un chat avec un agent de voyage qui va vous rassurer quand même sur l'évolution de ces formalités, ça crée vraiment un plus dans la relation client. Voilà. Je retiens une chose, Brice Suède disait, en effet, c'est bien aujourd'hui d'être propriétaire de sa techno, et vous dites, oui, c'est bien d'être propriétaire de sa techno, et en plus, c'est bien d'avoir tous les contenus sur une même plateforme. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de TMC, on a des contenus à droite et à gauche, l'agent de voyage doit jongler avec l'ensemble de ses outils, parce qu'à chaque contenu correspond à un outil en particulier, et que ça, c'est une perte, évidemment, une perte de valeur, une perte de productivité. Or, l'intégration sur une même plateforme, ça aussi, c'est une des recettes de l'avenir. C'est un enjeu fondamental. Gartner, d'ailleurs, a sorti une étude assez récemment qui a été relayée par Tom sur l'hyper-automatisation. Il faut qu'on puisse aujourd'hui aller contre ce phénomène de patchwork d'outils technologiques que la TMC a à sa disposition, où elle est obligée de jongler avec ce puzzle pour servir ses clients. Donc là, l'idée, en tout cas pour nous, en tant qu'éditeur de logiciels pour les TMC, c'est de créer un hub où justement on va simplifier aussi le rôle de l'agent pour assister. L'agent ne doit plus réserver, il doit assister. La réservation, ça se fait en pilote automatique. Ça doit pouvoir se réserver sur un SBT. Mais par contre, assister pendant le voyage, là où on va lui donner de la valeur. Et là, effectivement, si on a une console unique pour piloter une annulation sur 15 API différentes, ça va simplifier la productivité de l'agent de voyage. Donc ça, c'est typiquement ce que la technologie peut apporter. Il faut transformer le rôle de l'agent de voyage entre un expert d'outils complexes à un expert de la relation client, qui est justement aidé par du chat, par de l'IA, éventuellement du chatbot, mais qui fonctionne en concert avec l'agent de voyage. Je ne crois pas du tout au chatbot qui remplace l'humain. C'est le big data, c'est tout ce qu'on va pouvoir amener aux yeux de l'agent pour mieux faire son métier. Yorick Charvaria, je vais faire volontairement l'avocat du diable, et vous m'en excusez par avance. Certains de vos détracteurs, Yorick, disent qu'en rachetant KDS, vous avez racheté une technologie déjà ancienne. Que leur répondez-vous à ces gens-là ? Je réponds un peu comme Brice. On a jugé très très important d'être propriétaire de la techno et propriétaire de la roadmap. Et je pense que c'est ça qui est important. On a racheté en effet KDS. Après quelques mois quand même pour apprendre à se connaître, on a fait d'énormes progrès parce qu'on maîtrise véritablement la roadmap chez GBT. Ce qui veut dire que chez GBT, on prend les retours des clients et on les intègre dans cette roadmap. Et si vous regardez le chemin parcouru par les équipes KDS depuis le rachat. Vous voyez, alors déjà qu'en nombre de développeurs, il y en a eu beaucoup, beaucoup plus. Et en termes de user experience, ça n'a plus rien à voir. Comparer l'outil d'alors et l'outil de maintenant, ça n'a plus rien à voir, ne serait-ce que sur quelque chose d'aussi simple que la brique hôtel, où on se rapproche beaucoup plus des bookings et ainsi de suite. Donc, oui, désolé de faire taire les détracteurs, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Oui. Hein j'imagine bien. Après, c'est le résultat qui compte et on voit que pour nous, l'outil online est très important parce que ça apporte une facilité. Ça permet aussi de passer le maximum de transactions faciles sur un outil. Et quand on voit qu'on a des taux, notamment avec cet outil, qui sont au-delà de 85-90% chez beaucoup de nos gros clients, pas chez les petits clients, bien sûr chez les petits clients, mais aussi chez des très gros clients, on se dit que c'est quand même un outil qui est quand même pas si mal. On dit beaucoup de choses sur la UX de ces outils. Il y a quand même eu beaucoup de progrès qui a été fait. Tout n'est pas acheté non plus. Il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Je suis assez d'accord avec l'histoire de connecter le plus de contenu et c'est vrai qu'il faut aller vers ça. Maintenant, il y a la partie techno, l'outil, c'est très bien.
hein. Mais il y a aussi la partie techno. Comment je vais accompagner mon voyageur pendant le voyage? Et ça, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, le voyageur, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré avant son voyage, mais aussi pendant le voyage. Et même son patron a besoin d'être rassuré que son collaborateur, on va bien s'occuper de lui. C'est toutes les technos liées autour du chat, tout ce qui est lien vers tout ce qui est sécurité, la possibilité de rebooker son vol, rajouter une nuit d'hôtel online assez facilement parce que il y a des imprévus, la possibilité d'être redirigé s'il y a je sais pas moi une tempête de neige à New York et qu'on veut passer par New York pour rentrer voilà, on peut peut-être passer par Boston. Voilà, c'est ce genre de choses. À quoi va nous servir la techno. Arnaud Fontani, votre ADN, c'est le service de proximité et pas la technologie. Soyons clairs. Oui. Sur la techno, vous vous êtes totalement reposé sur les GDS, à l'évidence, et vous l'avez fait d'ailleurs d'autant plus volontiers que ces derniers vous versaient des incentives chaque année et constituaient une bonne partie des revenus fournisseurs dont on va parler dans une deuxième partie de cette table ronde. Certains disent que cette relation nécessaire, attention, je ne remets pas en question le rôle des GDS surtout, mais en tout cas, certains disent que cette relation a constitué un peu un frein technologique au sein des agences de voyage, au sein des TMC, sauf qu'aujourd'hui, très clairement, l'avenir passe par la techno. La techno, c'est de l'argent. C'est aussi une culture. Est-ce que l'avenir des agences de proximité comme les vôtres passe davantage par des partenariats? On peut imaginer des partenariats comme avec The Trip, ou est-ce que ça passe par votre propre techno? Alors, des partenariats, il y en aura toujours. Après, dans la stratégie à moyen terme, clairement, il va falloir soit qu'on se dote de notre propre technologie pour avoir la main sur notre roadmap, soit à travers des partenariats plutôt exclusifs. Je vais prendre un exemple. Chez Havas Voyage, il y a 3 ans, on a fait un partenariat avec, à l'époque, Albatros, qui est devenu Raidu. Et donc là, l'idée, c'était de mettre à disposition des PME un outil qui leur convenait, qui était plus avec une interface utilisateur plus sympathique, plus fluide, et puis plus simple pour l'utilisateur. Et quand on a fait les développements, on les a fait avec le client. Donc il y a eu une phase de test où on a pris des clients pilotes qui ont testé la solution, qui ont fait et qui ont contribué aux évolutions de cet outil. Donc la techno, en fait, on l'a déjà intégrée. Et les problématiques NDC dont on parlait tout à l'heure, vraiment avoir la capacité à aller chercher le meilleur contenu, le bon tarif, le tarif le plus bas qu'on trouvera pas forcément demain dans les GDS, ça c'est une dimension qui est clé chez nous. Parce qu'encore une fois, notre promesse vis-à-vis du client, c'est le meilleur prix, l'intégralité du contenu, et derrière pouvoir lui assurer un service de qualité. Donc ça passe par de la techno, mais ça passe aussi, nous, on doit se prendre en main. Alors évidemment, effectivement, il y a eu du retard ces dernières années, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on subit là à cause de la crise, on l'a anticipé. Et aujourd'hui, nous, on voit bien les solutions qu'on propose à nos clients. On a un taux de satisfaction qui est extrêmement important. On a gagné beaucoup de nouveaux comptes avec cet outil. Après, il y a un petit bémol. La techno est très importante, mais sur le marché des PME, aujourd'hui, ça n'est que, entre guillemets, 50% des réservations. On n'est pas sur des taux d'adoption à 80, 85, 90. Alors ça monte, évidemment, c'est en train d'augmenter. Avec la crise, ça a encore plus augmenté parce qu'on a des clients qui se sont retrouvés chez eux. Ils n'avaient pas forcément envie d'utiliser l'outil. Là, ils se sont dit derrière leur canapé, je vais essayer. Donc ils sont pris au jeu. Mais globalement, on est sur un 50% ou 55% de taux d'adoption. Donc il y a encore on a beaucoup de clients aujourd'hui qui souhaitent un service offline et qui sont même prêts à payer pour cela. Oui, en tout cas, on voit quand même que les nouvelles générations, on voit avec Ocarito, sont prêtes à faire beaucoup plus de online. Tout à fait. Mais nous, on est en capacité demain de pouvoir répondre à nos clients. Le client qui veut faire 90% de online, on en a sur le segment des PME également. Et on a aujourd'hui, nous, on estime qu'on a les outils qui permettent de répondre à leurs besoins. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on soit à la pointe en termes d'innovation, qu'on puisse suivre nos roadmaps pour être sûr que demain, on soit en capacité de répondre aux exigences de nos clients. Vous avez les moyens d'avoir votre propre techno ?
Alors c'est soit là, ça peut passer soit par une technologie propriétaire, soit ça peut être par des partenariats exclusifs. Je prenais l'exemple de Raidu qui est le cas, c'est qu'aujourd'hui on a l'exclusivité de cet outil sur le marché français. On va parler maintenant du sujet évidemment du modèle économique. Ça c'est essentiel et on va prendre un peu de temps. Il est 11h50, on a encore un peu de temps pour en parler. Yorick Charvaria, vous êtes rémunéré à la transaction. Or, les volumes, évidemment, de réservation ont beaucoup baissé depuis près d'un an. Si vous ne changez pas de modèle aujourd'hui, Yorick, est-ce que c'est la survie des TMC qui est en jeu, très clairement ? Ah bah très clairement. Oui. Oui. Ah oui, bah ça c'est, enfin, en ce qui nous concerne, c'est clairement une évidence. Il faut revoir le modèle. Après, il faut le faire. Enfin, il faut être un peu patient aussi. On a quand même des clients en face. Déjà, on a des contrats en cours, donc on est obligé de bien entendu de les respecter, et c'est ce qu'on fait. Mais il y a aussi la prise en compte aussi des contraintes des clients. On n'est pas tout seul dans cet écosystème. Et j'ai coutume de dire que chaque client aura peut-être un modèle pricing différent. Et il faut avoir cette agilité, cette souplesse pour adapter notre pricing en fonction des besoins des clients. Après, il y a des grandes tendances qui se profilent. Vous parliez au début de bien valoriser tout ce qu'on fait, ce qu'on n'a peut-être pas très bien fait pendant un certain nombre d'années. Il y avait un contexte aussi qui faisait que voilà, on était un peu mis en entonnoir, peut-être sur un modèle un peu bien spécifique. Donc il y a ça, valoriser toute la valeur ajoutée, aller peut-être vers un peu plus de gain share, pourquoi pas. Élargir notre scope de business aussi. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure de RSE, mais ça, je pense que ça va être fondamental dans les années à venir. Avoir une offre RSE, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui doit se pricer différemment d'une offre normale. Et aussi élargir un peu plus, pourquoi pas aller aussi proposer de la note de frais. C'est un peu ce qu'on fait déjà, mais voilà, donc c'est un modèle de pricing différents selon les clients et surtout se diversifier un tout petit peu. De toute façon, on n'a pas le choix. Oui, sauf que vous avez du boulot. Ça va être compliqué de les convaincre de changer de modèle. C'est confortable, le transaction fee pour elles. Finalement, c'est vous qui portez le risque. Et c'est pas les entreprises. Dites donc comment vous allez essayer de les convaincre du contraire. Il faut être un peu pédagogue, un peu commerçant aussi. Et après, il faut essayer d'expliquer nos contraintes. Oui. Et d'expliquer. Et l'année 2020, là-dessus, elle est quand même assez éloquente. C'est d'expliquer ce que nous avons vécu et d'expliquer que parce qu'on a des actionnaires plutôt costauds qui nous ont supportés, on a été là et on a assuré une continuité de service. Par contre, si on continue dans un modèle où on ne va pas pouvoir être rentable, là, on va avoir des soucis, on va devoir diminuer des horaires, fermer des gates clients et ainsi de suite. Et là, ça va être un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les clients ? Ils veulent, et j'insiste là-dessus, une véritable continuité de service. Ils veulent qu'on s'occupe des voyageurs, avant tout. Et ça a malheureusement un prix. Et si on est obligé, on peut pas continuer comme en 2020 pendant 107 ans. Donc il va falloir vraiment se poser les questions. Par contre, c'est en concertation avec les clients, par l'intermédiaire de débats comme celui-ci, qu'on va faire avancer le sujet. Sauf que Yorick, vous le savez comme moi, les acheteurs aujourd'hui sont rémunérés aussi sur les économies qu'ils font. Changement de modèle des TMC veut dire forcément que votre prestation va devenir plus chère. Donc c'est un blocage aussi, ça. Personne, du côté des entreprises, n'a trop intérêt à avoir une augmentation des prix. Alors, clairement, et on ne l'oublie pas, mais il y a aussi toute une partie sur laquelle les acheteurs sont jugés tous les ans, c'est sûr. Qu'est-ce que j'apporte à mes voyageurs ? Est-ce que j'apporte vraiment du contenu exhaustif ? Ou est-ce que j'apporte juste un petit contenu où mes voyageurs, en allant sur Internet, vont trouver un tarif imbattable ? Donc là, ça va leur poser 2-3 problèmes en termes de sécurité. Il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles les acheteurs, ils ne sont pas uniquement incentivés, heureusement d'ailleurs, sur la performance économique. Et en 2020, il y a une bonne performance économique quand même pour beaucoup d'entreprises. Et j'insiste auprès de tous mes clients, c'est peut-être le moment d'engager des vraies actions qui vont vous permettre d'apporter beaucoup plus à vos voyageurs, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de modernité, de techno, tout en, bien entendu, en faisant attention au modèle économique. C'est important, on n'est pas là pour profiter, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est juste
de transformer le modèle pour que quand il y a des crises comme celle-ci, les TMC soient pas sous l'eau et soient obligés d'avoir des années, des pertes. Ça va être quelque chose cette année quand même. Et on peut pas continuer comme ça pendant des années. On va rappeler le poids, le poids de la TMC dans le budget voyage. Ça va s'afficher sur votre écran. C'est, grosso modo, entre 2 à 3% du budget voyage, la TMC. Et donc, il y a des économies à aller chercher pour nos acheteurs ailleurs. Voilà, il faut fonctionner en TCO un tout petit peu. Arnaud Fantani, il y a urgence à changer de modèle? Alors, moi, je ne serais pas aussi catégorique. Je ne dirais pas que le modèle, si on le laisse tel quel, on va vers la mort des agences et des TMC. Moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la simplicité. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients, alors c'est encore plus vrai sur le bas du marché, mais je pense que c'est un peu la même tendance sur le haut du marché. On a des grilles d'une complexité absolue, des pages entières avec des frais en fonction de la nature de la dépense pour effectivement 2% du budget global. Donc, il faut simplifier très fortement nos grilles tarifaires, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut moderniser un peu. Le transaction fee, je pense, il peut perdurer. Aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, c'est plus de 80% du modèle dans le monde entier, c'est du transaction fee. Il peut perdurer, mais sur les réservations. Après, il y a tout le panel de services, outils et services associés, du H24, de la géolocalisation, du reporting. Et là, on peut être sur des offres à tiroir, avec une offre simplifiée, une offre un peu plus complète, avec un système d'abonnement. Là on pourrait envisager d'avoir les deux. Mais moi, je suis profondément convaincu que le modèle du transaction fee, il va perdurer avec quelques adaptations, mais il perdurera parce que c'est très compliqué d'en changer. Comme je pense que déjà le risque il est au niveau des TMC, donc pour le client c'est quand même un vrai confort, mais ça a quand même aussi du sens de payer. C'est un paiement à l'acte. C'est juste qu'il faut que nous on arrive sur les éléments un peu autour de cet acte de réservation qui apporte de la valeur au client, de pouvoir les faire payer. Alors, il y a des entreprises qui vous disent on peut imaginer changer de modèle, mais on aimerait, nous aussi, que du côté des TMC, les revenus fournisseurs, ce soit un peu plus transparent. Or, c'est vrai que ces revenus fournisseurs constituent encore la majorité de vos revenus. On le voit s'afficher à l'écran. Alors, c'est une moyenne, attention, il faut rester prudent. Mais certains ont estimé à 60% de la marge d'exploitation d'une TMC la part des revenus fournisseurs. Donc, ce qui est évidemment beaucoup. Et The Company Dime, qui est un excellent journal américain, disait récemment, il n'est pas rare qu'un client facturé d'un transaction fee de $35 génère bien plus de $100 de revenus supplémentaires pour la TMC. C'est un ordre de grandeur intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire, Arnaud Fantani, avec ces revenus fournisseurs? Est-ce qu'il faut être totalement transparent? J'ai envie de vous dire, ces personnes qui nous demandent la transparence quand elles vont faire leurs courses dans une grande surface, elles ne regardent pas les marges arrière de chez Leclerc ou de Carrefour. Donc, il y a évidemment un paradoxe à ce qu'ils vous réclament de la transparence. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces revenus fournisseurs? Alors, déjà, les revenus fournisseurs, il faut savoir qu'ils ont quand même fortement baissé depuis de nombreuses années. Donc, ce qui pouvait être une réalité, qui avait beaucoup de revenus fournisseurs, ça, c'est quand même... puis la crise, là, va pas aider. Ça c'est quand même fortement en baisse. Donc, c'est une composante comme de moins en moins importante de la rentabilité globale d'une agence. Et pour schématiser, aujourd'hui, la marge client, donc les frais d'agence, couvrent globalement les coûts associés, les coûts outils ou les coûts de masse salariale et autres. Et la marge de l'agence finale se fait sur cette part des revenus fournisseurs, mais qui est de plus en plus faible. Donc il y a nécessité à changer ce modèle-là. Alors on peut faire plus de transparence. Nous, sur le segment de la PME, on est dans un modèle où on ne rend pas il n'y a pas de restitution des fournisseurs comme ça peut être sur les plus grands comptes, parce qu'il n'y a pas cette maturité et les sociétés, elles sont plus sur une notion de service. Elles voient la valeur de l'agence, elles disent voilà, j'ai une agence, elle va m'apporter telle valeur, donc je suis prêt à payer ces 2-3% et je sais qu'elle va me générer des économies. Donc eux, ils voient un modèle gagnant, donc on n'est pas dans cette logique de discussion sur la rémunération fournisseur comme on peut l'avoir sur les grands
grands comptes. Et en plus, ça les embête, ils n'ont pas envie de s'occuper de ça. Il n'y a pas forcément des directions achats aussi importantes que dans des grands groupes. Donc on n'a pas ce phénomène-là. Brice Fuet, chez vous, chez Ocarito, puisque vous dites que vous êtes une agence de voyage d'un nouveau genre, quel est votre nouveau modèle économique, vous ? Nous, on est sur un modèle d'abonnement. Oui. En fait, ça part du constat, je pense, qui est partagé autour de la table, qui est de dire que l'agence de voyage, sa proposition de valeur, elle s'est décalée de la réservation vers plutôt le conseil ou les outils qu'elle met à disposition, les outils de gestion qu'elle va mettre à disposition du client. Donc nous, on considère que aujourd'hui, moi, j'ai plus de 99% de nos réservations qui passent online. J'ai un coût marginal de 0 à la réservation. Donc du coup, j'ai pas vocation à faire un transaction fee. Par contre, je vais mettre à disposition une plateforme, des outils de gestion, des outils de politique de voyage, des outils de conseil aussi pour mes clients, qui là vont être rémunérés par un abonnement parce que c'est un accompagnement. Et donc voilà. D'accord. Donc un abonnement, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de réservation ou peu de réservation ? Il se passe quoi ? On paye toujours l'abonnement ? On paye pas l'abonnement ? Oui, les entreprises ne payent pas l'abonnement. C'est un abonnement par voyageur actif. D'accord. Et le principe, c'est de dire si si l'entreprise ne m'utilise pas, il n'y a pas de raison que l'entreprise paye. On a tendance à voir la crise dans laquelle on est. On dit il n'y a pas de réservation, ça remet en cause notre modèle. Mais il faut savoir que c'est un événement majeur et qui est exceptionnel et que les réservations ont vocation à reprendre. Et qu'il ne faut pas baser tout son modèle sur un marché où il n'y a pas de réservation, parce que c'est pas la réalité, je pense, de ce marché. En tout cas, vous vous placez donc sur le modèle de l'abonnement, pas de transaction fee du tout, on est d'accord. C'est un modèle simple, il n'y a pas des tarifs qui s'ajoutent à chaque fois pour tel service, je rajoute C'est complètement transparent pour le client. C'est-à-dire que le directeur financier va savoir exactement, j'ai à peu près 50 voyageurs actifs dans le mois, je sais exactement combien je vais payer, et j'aurai pas de surprise sur ma facture en fin de mois parce que j'ai un de mes voyageurs qui a appelé service client à 23h ou ce genre de choses. Donc on est sur un modèle d'abonnement finalement comme ceux qui existent pour les éditeurs de logiciels, très clairement. Exactement. Qu'est-ce que vous faites des revenus fournisseurs ? Vous en avez, vous, des revenus fournisseurs ? On a des revenus fournisseurs, tout à fait, sur l'aérien, l'hôtel et le ferroviaire. Vous êtes transparent là-dessus ? Vis-à-vis de vos clients, qu'est-ce qu'on en fait, ces revenus fournisseurs ? On dit à nos clients qu'on est rémunéré par nos fournisseurs, ils comprennent tout à fait, ils savent que c'est le modèle de Booking, d'Expedia quand ils font leurs vacances en ligne. Et donc du coup, ils ont aucun mal à se dire mon agence va être rémunérée parce que elle apporte du volume à ses fournisseurs et elle prend en charge tout un tas de services que le fournisseur ne fait pas. Laurent Larocca, c'est quoi finalement aujourd'hui le bon modèle économique pour une TMC ? On voit évidemment qu'il y a cette différence très claire entre des agences historiques qui sont sur le transaction fee, des agences d'un nouveau genre qui sont sur l'abonnement. C'est quoi le bon modèle ? C'est une hybridation ? Selon vous, ce serait quoi ? Il y a plusieurs pistes. Effectivement, une hybridation semble très intéressante parce que c'est vrai que de passer du tout transaction fee au tout abonnement, en tout cas pour une TMC qui a commencé à travailler en transaction fee, ça risque d'être assez violent et difficilement compréhensible par le client, même si on déploie des efforts commerciaux et pédagogiques pour le faire. Donc le côté hybride peut être une réponse. Moi, je crois aussi qu'il existe des pistes qui n'ont pas encore été explorées sur le non-voyage est aussi un business model. Je m'explique. C'est vrai qu'on est en plein dans cette crise sanitaire où les gens ne se déplacent plus et font des zooms à la place de leur déplacement. Bon, ils s'aperçoivent quand même qu'on est beaucoup moins efficace quand même à distance. Donc on espère aussi également que rapidement on va pouvoir de nouveau se déplacer, mais certainement pas retrouver les mêmes volumes d'antan, assez rapidement. Donc comment on monétise le non-déplacement ? Eh bien là, je recoupe avec la RSE. Le non-déplacement provoque des économies de CO2 que l'entreprise a peut-être envie de valoriser dans son bilan carbone. Et là, on peut tout à fait imaginer, c'est ce sur quoi nous travaillons, et là, effectivement, je fais passer un message aussi à l'ensemble des TMC, on travaille sur des outils pour collecter les données de déplacement et de non-déplacement. Les transports doux, les transports carbonés, les non-déplacements, collecter toutes ces informations-là et fournir un abonnement pour que l'entreprise ait une bonne visibilité de sa flotte voiture, de ses travels, de ses commutations domicile-travail, de ses non-voyages, de la part qui a été, prise par les visioconférences.
de collecter tout ça et de les restituer, de les faire visualiser d'un point de vue empreinte carbone, d'un point de vue budget, d'un point de vue productivité, le temps consacré à la mobilité. Et ça, c'est purement, du coup, un business model d'abonnement à l'utilisateur non actif. Enfin, l'utilisateur actif ou non actif, puisque quand il ne se déplace pas, il est également actif, je dirais, dans ces données-là. Donc, je crois qu'il y a un bel Eldorado par rapport à ça. Et le message que je lance, c'est vrai qu'il faut reconstruire son chiffre d'affaires en tant que TMC, se réinventer. Et là, alors effectivement, on a beaucoup vu l'expense effectivement comme un service complémentaire qu'il faut continuer à distribuer. On ne va pas être le énième éditeur d'expense. Par contre, dans ce domaine-là de la RSE, de la collecte et de la visualisation de données, pour bâtir un plan de mobilité, pour bâtir une politique de voyage, et je pense qu'il y a des choses à inventer et l'abonnement sera, je pense, tout à fait accepté par les entreprises. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne dit jamais que la visioconférence a une empreinte carbone aussi. Absolument. Elle est quand même moindre. Alors, ça dépend du nombre où on est, mais à travers cette visioconférence. Mais on va dire qu'une visioconférence one-to-one, c'est quand même 3 fois moins d'empreinte carbone qu'un déplacement, par exemple, en Paris-Lyon, en train. Donc même avec du transport doux, on a du mal à battre une visioconférence. Alors, par contre, si on est 10 en visioconférence, là, effectivement, il y a une empreinte carbone qui est beaucoup plus importante. Alors, on regarde tout de suite les résultats de notre sondage qui vont s'afficher. Alors là, c'est évidemment très, très encourageant pour les TMC. Vous êtes près de 600 derrière vos écrans à avoir voté. Hein, donc que c'est des quand TMC, même, peut-être. c'est peut-être que des TMC. Certainement. Mais en tout cas, c'est quand même assez encourageant, on va dire, puisque près de 70% des internautes disent qu'ils sont favorables à un changement de modèle. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Yorick Charvaria, est-ce que le risque de l'hybridation, c'est pas au final d'avoir autant de modèles de rémunération que de clients ? Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un peu standardiser tout ça ? Alors oui, au maximum, il faut essayer de standardiser, mais après, n'oublions pas que chaque client, encore une fois, est différent. Après, ça va dépendre de la segmentation de clients que vous allez adresser. C'est sûr, des plus petits clients, on va peut-être aller vers plus de standardisation. Maintenant, des grands clients ont tous leurs besoins, un peu différents chacun. Donc, il faut être capable, moi je pense, d'apporter cette diversité. Ça peut être de l'hybridation, ça peut être, si un client veut que de la transaction, pourquoi pas ? Après, il va falloir qu'on bâtisse ensemble le modèle. S'il veut que du forfait, on pourra faire du forfait. Mais je pense sincèrement qu'il faut s'adapter. Alors, il faut mettre des barrières, bien entendu. Il ne faut pas rentrer sur des pages et des pages de contrats, parce que sinon, on va tous s'y perdre. Et en effet, comme le disait Brice, il ne faut peut-être pas non plus tout baser sur l'année 2020. Parce que on va, j'espère, revenir à la normale. Il y aura d'autres challenges. Et il va falloir être armé aussi pour répondre à tous ces challenges. Arnaud Fontani, comment vous voyez le résultat de ce sondage ? C'est vrai que quand on pose la question, par exemple, aux États-Unis, c'est l'inverse. Hein. Ouais, moi, j'aurais pas pensé à un oui aussi massif. Après, moi, je peux faire j'ai aussi un exemple qui soutient ça, c'est que nous, pendant cette période de Covid, nous sommes allés voir nos clients parce qu'on a un peu réduit les plages horaires et certains ont dit on veut une plage horaire supplémentaire et on a réussi à leur faire passer des frais qu'on appelait frais Covid supplémentaires, alors temporaires évidemment, pendant la période de cette crise, mais on a réussi à instaurer un dialogue avec nos clients pour passer des frais supplémentaires. Alors évidemment, il y aura si on veut faire évoluer les modèles, il y aura de la pédagogie, mais moi je suis vraiment convaincu qu'entre un transaction fee simplifié et avec un catalogue à la carte sous forme d'abonnement, c'est un bon modèle hybride qui peut très très bien fonctionner et d'un côté maintenir la santé financière des TMC et tout en apportant la satisfaction et la valeur auprès du client. Brice Souhaite, est-ce que 2 ans après votre création, est-ce que votre modèle économique est validé ? Ce modèle de l'abonnement, c'est aujourd'hui validé ? On est en début 2021, c'est un modèle que vous allez poursuivre ? C'est un modèle qu'on va poursuivre et je pense qu'il est validé et qui est même, je pense, plébiscité par le marché. Si on regarde, nous, l'année 2020, on a fait de la croissance par rapport à 2019 et là, on a déjà retrouvé nos niveaux d'avant-crise et on fait même 100% de croissance sur le mois de janvier par rapport à décembre, novembre. Donc, on a vu un vrai afflux de clients vers nous.
Pour plusieurs raisons, mais je pense que leur modèle correspondait à ce qu'ils cherchaient. Donc, ce qui explique notre réussite aujourd'hui. Oui, 100% de croissance, rassurez-moi, c'est pas sur les réservations. Sur notre volume aussi. Oui, sur votre volume, mais grâce à des nouveaux clients. Grâce à des nouveaux clients, bien entendu. On est d'accord. Ouais, voilà, parce que sinon, on ne vous aurait pas beaucoup cru. Bon, il est 12h08, 12h09 presque. On arrive au terme de cette table ronde. Merci, messieurs. Merci. C'était très intéressant de discuter avec vous. J'espère qu'on reprendra d'ailleurs cette conversation au long de l'année 2021, parce que les choses vont bouger, très clairement. On est dans une année charnière pour les agences de voyage et vos TMC. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde.